podcast. France Culture présente La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Govy. Julien Berthaud sera Napoléon, Jacques d'Acmine, le tsar Alexandre Ier, Jean Topard, Pierre Bezoukov, Jean Levray, le prince André, Jacqueline Moran, la comtesse Rostov, Daniel Ajoret, Natacha Rostov, Daniel Vol, Hélène, Sylvie Artel, Anna Pavlovna, Daniel Ivernel, le major Denisov, Roger Brett, Nicolas Rostov, Ivar Canel, le lieutenant Volochine, Serge Rousseau, l'officier français, Yves Pénaud, le soldat Ivanov. Les scènes que nous vous présentons aujourd'hui ont pour cadre les domaines du prince André à Lissy-Gory, l'entrevue des deux empereurs Napoléon et Alexandre Ier le 13 juin 1807 à Tilsit et le bal du Réveillon le 31 décembre 1809 au palais de Tauride à Saint-Pétersbourg. Printemps 1807, dans le jardin du prince André. Ah, c'est toi, Pierre. Pour une surprise, c'est une surprise. Excusez-moi, je ne me suis pas fait annoncer, je suis descendu dans le jardin, comme autrefois. Sûr de vous y trouver par cette belle journée. J'ai eu tort, peut-être. Pas du tout, je suis très content de te revoir. Asseyons-nous sur ce banc, veux-tu? J'ai entendu dire que tu t'étais séparé de ta femme. Oui. Tout est fini entre elle et moi. Et pour toujours. Vous savez, André, je me suis battu en duel à cause d'elle avec Dolokhov. Ah? Heureusement, je ne l'ai pas tué. J'en remercie Dieu. Pourquoi donc? Tuer une crapule, ce n'est pas un mal. C'est même louable. Oh non, non, ce n'est pas bien de tuer un homme. Dis-moi, est-il exact que tu es devenu franc-maçon? Oui, c'est exact. Et sous l'influence de mes nouveaux amis, j'ai révisé certaines valeurs et j'ai fait mon examen de conscience. Jusqu'à ces derniers temps, je n'avais vécu que pour moi. J'en étais dégoûté et malheureux. Maintenant que je m'efforce de vivre pour les autres, je commence à comprendre tout le bonheur que peut donner la vie. Écoute, Pierre, je ne veux pas t'enlever tes illusions. Tu dis avoir vécu pour toi et qu'ainsi, tu as failli gâcher ta vie. Et tu prétends qu'on n'est heureux que lorsqu'on vit pour les autres. Moi, j'ai fait l'expérience contraire. J'ai vécu pour les autres, et ce faisant, j'ai bel et bien tout gâché. Ce n'est que depuis que je vis pour moi que je suis devenu meilleur. Non, disons plus juste. Et que je jouis d'une espèce de paix intérieure. Mais je sais bien que vous avez perdu votre femme dans des circonstances terribles. Mais il vous reste votre fils, votre sœur et votre père. Vous ne pouvez pas vivre pour vous seul. Mon fils, ma sœur Maria ou mon père, c'est toujours moi, ce n'est pas les autres. Les autres, le prochain, ce sont les paysans de Kiev, par exemple, à qui tu veux faire du bien, sans doute. Et c'est précisément dans ton désir de venir en aide aux autres que se trouve la source principale de l'erreur et du mal. Vous plaisantez, André. Quelle erreur et quel mal peut-il y avoir dans le désir que j'ai de dissiper les ténèbres dans lesquelles vivent nos paysans, des hommes comme nous? Quelle erreur et quel mal y a-t-il à empêcher ces paysans de mourir de faim ou de maladie? Mais non, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Excusez-moi, André. Vous n'arriverez pas à me convaincre que ce que je fais est nuisible. Je persiste à croire que c'est utile, nécessaire et charitable.
Et comme faire le bien est maintenant ma seule raison d'être, vous comprenez? Si tu poses la question ainsi, c'est autre chose. Tu viens en aide à tes paysans, tu les tires de leur ignorance. Moi, je m'occupe de mes propriétés. Je plante des arbres. Je contemple le ciel. L'un comme l'autre peuvent servir de passe-temps. C'est tout. Oh, il est facile de clore un débat par un paradoxe. Ah, comme je vois, tu as envie de discuter. Tu as découvert la vérité et acquis l'éloquence au contact de tes honorables francs-maçons. Eh bien, discutons. Tu veux, si j'ai bien compris, tirer tes paysans de leur état animal et leur donner des besoins moraux. Or, il me semble que leur seul bonheur possible, c'est ce bonheur animal que je leur envie. Et toi, dans ta naïveté, tu es prêt à le leur enlever. Oui. Tu hoches la tête, mais c'est bien cela. Ton intention est de les rendre pareils à nous. Mais tu ne peux pas leur donner nos moyens. Tu veux ensuite alléger leur travail. Or, à mon avis, le travail physique est pour eux une nécessité morale tout autant que matérielle. Comme pour toi et moi, le travail intellectuel. Tu peux pas t'interdire de penser, n'est-ce pas? Je parie que vous allez me sortir encore un paradoxe, André. Moi, par exemple, depuis que je suis revenu du front, je me couche vers 2 heures du matin. En dépit de cela, je n'arrive pas à m'endormir. J'ai beau me tourner et me retourner dans mon lit, je reste souvent éveillé jusqu'à l'aube. Pourquoi? Parce que je pense que je ne peux pas ne pas penser. Comme eux, ils ne peuvent pas ne pas labourer. Vois-tu de même que je ne supporterais pas leur terrible travail physique. Ils ne pourraient pas supporter mon inactivité physique, si j'ose dire. Ils engraisseraient, deviendraient énormes et éclateraient comme des ballons gonflés d'air. André, je vous laisse parler parce que je vous estime, mais... En troisième lieu, tu veux sans doute construire des hôpitaux, créer un service de santé. Voyons de ce côté. Un moujik a une attaque. Il s'apprête paisiblement à mourir. Et toi, tu lui administres une saignée, tu le gorges de médicaments et tu le guéris. Résultat, tu jubiles. Et lui se lamente et te maudit en secret, car si tu lui as sauvé la vie, tu l'as rendu infirme. Et le voilà à la charge de tous. Il aurait été bien plus facile pour lui de mourir. Mais voilà, par amour pour ton prochain. Tu l'as soigné et sauvé. Or, il ne t'avait rien demandé. Mais tout cela est horrible. Horrible. Moi aussi, j'ai eu des moments semblables. Et je me laissais aller au point que je ne pouvais plus me supporter. Je ne mangeais plus, je ne me lavais plus. Pourquoi ne pas se laver? C'est pas propre. Il faut s'efforcer de rendre son existence agréable et attendre la mort comme une délivrance. Mais qu'est-ce qui vous rattache encore à la vie avec de telles idées? Autant y mettre fin tout de suite. Je n'ai pas plus de raison de vivre que de mourir. Par conséquent, je continue à vivre. C'est tout. Si je ne craignais pas vos sarcasmes, je vous dirais, venez avec nous. Pourquoi souriez-vous? La franc-maçonnerie n'est pas une secte religieuse, c'est une communauté agissante, animée d'un grand idéal. Sans doute, sans doute, sans doute. L'ennui, vois-tu, c'est que je tiens par-dessus tout à mon indépendance. Mais personne ne vous demande d'y renoncer. D'ailleurs, c'est dans la soumission consentie qu'on jouit le mieux d'elle. Entrez donc dans notre confrérie, André. Laissez-vous guider. Et vous sentirez aussitôt, comme je l'ai senti moi-même, que vous êtes un maillon de cette immense chaîne invisible dont le commencement se perd dans l'éternité. Et que ce n'est pas dans la mort que vous devez chercher votre délivrance, mais dans la vie. C'est joliment dit, Pierre. Il se peut que tu aies raison. Mais avant de devenir le maillon de cette magnifique chaîne, laisse-moi enterrer dignement le prince André. Ah, c'est parlé. Allons plutôt déjeuner. Un moment encore, j'aimerais vous poser une question. Qui n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Alors fais vite. Pourquoi n'avez-vous pas repris du service? Après Austerlitz, après la défaite. Non, 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 merci bien. Je comprends, cette défaite vous a humilié. Comme elle a humilié tant d'autres Russes. Mais c'est une vieille histoire, André. Aujourd'hui, le bruit court que Sa Majesté Alexandre Ier s'apprête à se réconcilier avec Napoléon. Une raison de plus pour ne pas reprendre du service, mon cher. L'armée sans guerre, c'est une absurdité. Allez, mais allons déjeuner, allez.
Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. En arrière, HLM, en arrière. Laissez-vous un peu. Calmez-vous à vous agiter de la sorte. Vous n'êtes pas au théâtre. Mais c'est plus excitant qu'au théâtre, gendarme. Pensez, la réconciliation publique de deux ennemis. Napoléon, l'empereur des Français, et Alexandre Ier, l'empereur des Russes. Effectivement, mais taisez-vous quand même. Et reculez un peu. Laissez-nous voir. Sire, je vous demande la permission de donner la Légion d'honneur aux plus braves de vos soldats. Il est vrai que tous les soldats russes sont braves, n'est-ce pas? En effet. Je prie votre majesté de m'excuser, je vais prendre l'avis du colonel Koslovski. Colonel, à qui la Légion d'honneur? Je ne sais pas. Comme il vous plaira, votre majesté. Si vous ne savez pas qui il sera. Il faut pourtant désigner à Napoléon un homme, puisqu'il tient à épingler sa Légion d'honneur sur une poitrine russe. Décidez-vous. C'est bien, votre majesté. Je me décide. Ivanov. Quel gaillard! Il doit mesurer au moins 2 mètres. Baissez-vous un peu, mon brave. Voilà, c'est fait. La plus haute décoration française orne la poitrine du plus brave soldat russe. Merci pour lui. Et maintenant, regagnons le château, voulez-vous? Nous prendrons une collation et parlerons enfin de choses sérieuses. De choses sérieuses? Oui. Par exemple, de l'établissement définitif de la paix en Europe et dans le monde. Mais certainement. Vous savez que j'en suis le partisan le plus fervent. Il est magnifique, votre Ivanov, avec sa Légion d'honneur. Il a surtout l'air de ne pas savoir ce qui lui est arrivé. C'est un abruti, regardez-le, capitaine. Il est toujours au garde à vous et il tremble. Il tremble. Tout cela est proprement ridicule. Vous trouvez? En tout cas, 200 francs de pension à vie, ce n'est pas négligeable. Il y a de la chance, votre Ivanov, allez. Oh, demain, c'est un Dupont qui aura cette chance. Car imaginez-vous que Sa Majesté Alexandre a l'intention d'épingler la croix de Saint-Georges sur la poitrine du plus brave soldat français. On se fait des politesses, quoi. Quand je pense qu'on a massacré 200 000 hommes pour en arriver là, vous savez. À ta santé, comte! À ta santé!
Que dites-vous de cette paix, lieutenant? Après Friedland, cette paix est une nouvelle humiliation pour la Russie. Vous avez raison. Surtout que si nous avions tenu encore une semaine, les Français auraient fini par battre en retraite. Ils n'avaient plus ni vivres ni munitions. Sa Majesté est jeune et parfois bien mal conseillée. Oui, si l'empereur avait un peu plus d'expérience, il n'aurait jamais accepté cette paix bâtarde. Tiens, quelle saleté! Permettez, lieutenant. Comment pouvez-vous savoir ce qui aurait été mieux? Ah, laisse donc, Rostov. Ils ont besoin de digérer ça. Oui, mais c'est possible, mais moi je dis que nous ne pouvons pas juger la conduite de l'empereur. Car nous ne sommes pas capables de comprendre ses desseins. Ah, capable. Nous le sommes, seulement nous n'avons pas le droit de le faire. Allez, calme-toi. Allez, laisse-moi, Denisov. Ah, non. Messieurs, vous prétendez que Sa Majesté ne devait pas conclure la paix avec les Français? Vous osez critiquer notre bien-aimé empereur? Une telle irrévérence! Ne répondez pas, lieutenant. C'est le comte Rostov et il est sourd. Ah, c'est le comte Rostov. Mais je n'ai rien dit au sujet de l'empereur, comte. Je vous en donne ma parole. Nous ne sommes pas des diplomates, monsieur. Nous sommes des soldats. Qu'on nous ordonne de mourir et nous mourrons. Je suis entièrement de votre avis. Pourquoi vous échauffez? S'il plaît à Sa Majesté de reconnaître Bonaparte pour empereur et de conclure une alliance avec lui, nous n'avons rien à dire. Notre rôle à nous n'est pas de réfléchir, mais de nous battre. Et de boire, Nicolas. Tu l'oublies? Allez, Et de boire, tu as raison. Oh là, vous autres, allez apportez encore quelques bouteilles. Oh, tu es déjà prête, Natacha? Attends que je te regarde. Mais tu es ravissante, ma petite fille. Ravissante. Ah, où est ma toque? Marfa! Où as-tu mis ma toque, Marfa? Oh, cette fille est vraiment trop belle. Mais elle est là, votre toque, maman. Mais sur le canapé. Oh, en effet, ouais, ben, j'ai les yeux. Ah, à propos, j'ai à te parler. Est-ce bien le moment? Natacha, tu as 16 ans. À ton âge, j'étais déjà mariée. Tu dis que Boris est gentil, tu as raison, il est gentil. Mais où veux-tu en venir? Quelles sont tes intentions? Car tu lui as complètement tourné la tête. Et puis? Est-ce ma faute s'il est tombé amoureux de moi? Non, naturellement, mais tu sais bien qu'il ne peut pas t'épouser. Et pourquoi, maman? Pourquoi mon ami d'enfance ne peut-il pas m'épouser? Oui, parce qu'il est pauvre et que toi, tu n'as pas de dot. Et alors, est-ce que parce... Nous sommes ruinés, mon enfant. La maison de Pskov est hypothéquée. Le domaine de Novgorod également. Mais toi, lorsqu'on te parle d'argent, tu hausses tes épaules. Tous les Rostov méprisent l'argent et le dépensent sans compter. Ton père, ton frère Nicolas... Et vous, maman? Et moi, c'est exact. Je viens encore de commander un nouveau mobilier pour le salon. Ah, mais je te parlais de Boris Troubetskoy. Je lui dirai demain d'espacer ses visites. Oh non, ne faites pas cela! Sois raisonnable, Natacha. Tu n'aimes pas Boris. Alors à quoi bon? C'est vrai, je ne l'aime pas. Mais cela m'amuse. Cela t'amuse? Ah, quelle coquette tu fais, ma chérie. Oh, il est 9h30. Et le bal qui commence à 10h. Nous ne pouvons pas arriver après Sa Majesté quand même. Pressons-nous. Ma toque, où est ma toque? Elle est là sur le canapé, je vous l'ai déjà dit, maman. Partons, Natacha. Et Sonia? Ne t'occupe pas d'elle, ton père l'emmènera. Viens, nous allons être en retard. Votre Natacha est une merveille, comtesse. C'est son premier bal, n'est-ce pas? Oui. Oh, je suis aussi émue qu'elle, vous savez. Oh non. Il ne faut pas, ma chère amie. Natacha a pour elle sa grâce, sa distinction naturelle et la fraîcheur de ses 16 ans. Mais je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Conduisez donc Natacha dans le deuxième salon qui est réservé spécialement aux jeunes gens. Viens, Natacha.
voilà devenu un des plus hauts dignitaires de la franc-maçonnerie, Pierre. Tu cultives la vertu. Et tu prodigues la charité autour de toi. En es-tu heureux, satisfait au moins? Je ne le crois pas. Au début, il me semblait que j'étais plus heureux, que je renaissais à la vie, que je marchais, comment dirais-je, vers la lumière. Mais bientôt, je me suis aperçu que je piétinais, que je m'engourdissais de nouveau. Alors je me suis tourné vers les maçons, mes frères. Eh bien, ils étaient dans le même cas que moi. Ils faisaient quelques pas en avant, et puis reculaient comme épuisés par l'effort accompli. Pierre, venez. Le duc Vladimir Pavlovitch vous réclame. Il veut vous demander quelques renseignements sur la franc-maçonnerie. Est-il vraiment nécessaire que j'aille le voir, Hélène? Vous voyez, je suis avec mon ami, le prince André. Oui, c'est nécessaire. Pas pour vous peut-être, mais pour moi. J'ai une faveur à demander au duc Vladimir Pavlovitch. Vous comprenez? Alors c'est bon, je vous rejoindrai dans quelques minutes. Non. Venez tout de suite, je vous attends. Et d'abord, Hélène, saluez mon ami. Voulez-vous? C'est vrai, je ne vous ai pas dit bonjour, prince, excusez-moi. Je suis tellement distraite. Et maintenant, allez-vous-en. Je vous rejoindrai dans quelques minutes, comme je vous l'ai dit. Tu t'es donc réconcilié avec ta femme? Oui. C'est-à-dire, nous habitons de nouveau sous le même toit. Mais je n'ai rien oublié. Je n'ai rien pardonné. Je la méprise, comme avant. Oh, je sais que ce n'est pas bien, mais c'est plus fort que moi. Lorsque je pense à elle, je serre les poings. Pourquoi l'as-tu reprise alors? Pourquoi? Par faiblesse. Par dégoût aussi. Le lendemain de ma rupture avec elle, son père, le prince Vassili, est venu me voir. Il m'a juré qu'Hélène était innocente et que moi, en revanche, j'étais, pour ainsi dire, un mufle, doublé d'un tyran. Je l'ai chassé. Et 3 jours plus tard, c'est sa mère qui a fait irruption dans mon cabinet. Elle s'est agenouillée devant moi et elle a cherché à me baiser les mains. Elle était pitoyable, mais répugnante aussi. Elle me donnait la nausée. Elle ne voulait pas s'en aller, elle... je n'en pouvais plus. Et j'ai cédé. Voilà. Maintenant, si vous permettez, je vais rejoindre Hélène et donner au duc Vladimir Pavlovitch les renseignements qu'il souhaite avoir. Oh, j'oubliais. Vous êtes un excellent danseur, André. Il y a ici ma protégée, Natacha Rostov. C'est son premier bal. Faites-moi le plaisir de l'inviter. Maman, Quoi? j'ai peur. J'ai peur que personne ne m'invite à danser. Tu dis des bêtises, Natacha. Attends seulement que l'empereur s'en aille et tu verras tous les cavaliers se précipiter vers toi. Voyons, maman, Sa Majesté est partie depuis un bon quart d'heure. Ah, mais c'est vrai. Et personne n'est venu te chercher. Alors c'est un complot. Monté par je ne sais qui, d'ailleurs. Personne ne peut t'en vouloir. Mais ne t'affole pas, je vais alerter ton père. N'oublie pas qu'il est le président de la noblesse de Moscou. Il te trouvera bien un cavalier, Ah non, lui. non, maman, n'en faites rien. C'est trop humiliant. Je préfère m'en aller. Tu veux t'en aller, mais tu es folle. Mais ce serait avouer qu'on t'a laissé pour compte. Non, non, non. Il faut rester et sourire. Ah, quel malheur que je sois mieux. Oui, ma lorgnette. J'ai oublié à la maison. Tu ne vois nulle part un visage de connaissance. Non. Vous n'êtes pas trop fatiguée, ma chère enfant? Combien de fois avez-vous déjà dansé? En vérité, chère Anna Pavlovna, je me suis opposée à ce que Natacha accepte n'importe quelle invitation. Vous avez raison. Et qui regardez-vous ainsi? Serait-ce ce beau colonel qui se tient dans l'embrasure de la fenêtre?
et converse avec le président du conseil, M. Speransky. Vous le connaissez, Natacha? Je crois le connaître, madame. Il a passé une nuit chez nous, à Otradnoe. Il y a de cela 2 ans, peut-être. C'est le prince André. Je ne peux pas le souffrir. Un orgueil sans borne. Il tient de son père, le vieux prince Volkonsky. Il s'est lié avec Speransky, c'est intriguant. Ils rédigent ensemble je ne sais quel projet. Oh, mais regardez comme il traite les dames. La princesse Svietlov lui a adressé la parole et lui a à peine répondu. Le voilà à présent qui scrute la salle. Il cherche visiblement quelqu'un, lui qui dédaigne tout le monde. Ah, mais il se dirige vers nous. Vous êtes-il par hasard invité à danser notre Natacha? Oui, ça doit être cela. Alors je m'en vais, excusez-moi, comtesse. Autrement, je lui dirai des sottises. Permettez-moi, comtesse, de vous présenter mes hommages. Mais peut-être ne vous souvenez-vous pas de moi? Si fait, prince. Je me souviens très bien de vous. Voici ma fille cadette, Natacha. Ravi, mademoiselle. M'autoriserez-vous, comtesse, à l'inviter? Faites, prince. Vous dansez à la perfection, mademoiselle. Vraiment? Vous êtes trop bon, prince. Je vais vous confier un secret. J'aime la danse plus que tout au monde. La danse et le chant. À la maison, je m'exerce beaucoup, mais je ne suis pas contente de moi. Il me semble que je ne réussirai jamais. Il semble que Boris Troubatskoy... Que dites-vous? Que Boris Troubatskoy est amoureux de moi? Comment le savez-vous? Il ne vous quitte pas des yeux. Oui, c'est vrai. Il me fait la cour. Il est gentil, très gentil. Seulement, il n'est pas tout à fait mon goût. Il est étroit, gris et un peu creux. Vous comprenez? Je crois comprendre. Je préfère votre ami Pierre Bezoukov. Lui, il est carré et bleu. Bleu foncé avec du rouge. Comment vous expliquer? Faites-vous la coquette avec lui aussi? Oh non, il est tellement sérieux. Et d'une seule pièce. On m'a dit qu'il était franc-maçon. Et puis il est malheureux. Oh, ça ne se voit pas tout de suite, mais il l'est, sûrement. Non. Lui, je ne peux pas le traiter comme Boris Troubatskoy. Et comment me traiteriez-vous si je devenais un familier de votre maison? Vous? Je ne sais pas. Je ne vous connais pas, prince. Pas plus que vous ne me connaissez. Nous sommes comme 2 inconnus masqués qui cherchent à se deviner. Moi, je pense que je vous connais. Enfin, un peu. Alors c'est que vous êtes un homme bien perspicace. Oh, même pas. Si je crois vous connaître un peu, c'est tout simplement parce que je vous ai entendu bavarder avec votre amie Sonia. Où cela? Quand? Chez vous. Il y a 2 ans environ. J'étais venu rendre visite à votre père, le comte Rostov. Vous vous en souvenez peut-être. La nuit, ne pouvant dormir, je suis sorti sur le balcon.
c'est alors, sans le vouloir, que j'ai surpris votre conversation avec votre cousine Sonia. France Culture vient de vous présenter La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Govy. Julien Berthaud était l'empereur Napoléon, Jacques Dacmine, le tsar Alexandre Ier, Jean Topard, Pierre Bezoukov, Jean Levray, le prince André, Jacqueline Morane, la comtesse Rostov, Daniel Ajoret, Natacha Rostov, Daniel Vol, Hélène, Sylvie Artel, Anna Pavlovna, Daniel Ivernel, le major Denisov, Roger Brett, Nicolas Rostov, Yves Arcanel, le lieutenant Volochine, Serge Rousseau, l'officier français, et Yves Pénaud, le soldat Ivanov. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Yann Parentoen. Bruitage, Robert Maufra. Réalisation, René Jantet. Assistante de production, Odile de Pontoile. La musique originale est de Ivan Semenov.